Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis la cofondatrice de Never It Alone. Bonjour à tous, Julien Coudorniou, je travaille chez Facebook, je m'occupe d'un projet qui s'appelle Workplace, dont la mission est de connecter les entreprises. Et notre mission aussi, c'est de rendre les collaborateurs plus connectés et plus heureux au travail, en déjeunant ensemble. Alors en fait, Delphi nous a demandé de marcher sur la scène et nous a dit faites comme Steve Jobs pendant une keynote Apple, ce qui est évidemment pas facile à faire. Et on devait parler de Connect, c'est le thème de la conférence, mais on s'est dit en fait avec Marie j'allais en tout cas essayer de la faire parler sur son expérience d'entrepreneur, de femme entrepreneur dans la tech en France et de la superbe entreprise qu'elle a créée. Donc Marie, est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots la mission de ta boîte ? Ouais. Donc, en fait, avant ça, j'étais étudiante à Dauphine en ingénierie financière. Donc, j'étais obligée de faire un stage et je me suis retrouvée chez UBS, au siège à Zurich en finance. Et c'est très ennuyant. Les gens ne se parlaient pas, on était entre différents départements. Et j'étais toujours avec les mêmes collègues de mon département gestion de fortune. Et je ne connaissais pas trop les règles d'entreprise. Et donc, j'ai décidé de toquer aux portes en disant bon, Marie, je m'appelle Marie, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Et là, enfin, le stage devenait intéressant. Et j'ai pu découvrir les différents métiers, mieux comprendre la finance de marché, mieux comprendre enfin ce que c'est le risk management. Et surtout, j'ai pu me faire de nouveaux amis avec, par exemple, d'autres collègues qui aiment aussi le jazz. Et suite à cette expérience, d'autres collègues qui étaient un peu plus timides que moi me disaient « Marie, comment t'as fait? T'as même pu déjeuner avec le PDG, est-ce que je peux venir avec toi ?» Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un outil où tout le monde va pouvoir se connecter et les gens qui veulent, ils pourront déjeuner ensemble. Donc tu avais quel âge quand tu as créé la boîte ? Alors j'avais 21 ans. Et tu as créé une boîte de tech, mais tu n'as pas une formation de développeur. Alors non, j'étais plutôt finance, et donc je connaissais rien aux startups. Et donc quand tu as une idée, c'est bien, mais le plus important, c'est l'exécution et l'équipe. Et du coup, un ami m'a parlé d'un hackathon qui était à Berlin, qui s'appelle Startup Bus. Et pendant 3 jours, on était dans un bus, et on passait dans 6 villes en Europe, et on travaillait jour et nuit pour partir d'une idée à un prototype. Et du coup, on a gagné ce hackathon, et ça m'a permis d'être incubée à San Francisco. Et c'est là où je me suis dit, on va y aller. Donc tu as laissé tomber l'école, c'est ça. Le job en finance, c'est ça. Le salaire en finance. Ouais, 0 argent. Pour créer ta start-up. Voilà. La mission, c'est de faire manger les gens ensemble. Exactement. Ça n'a pas l'air risqué comme voilà, pareil. Et mes parents, en plus, à côté de ça, j'avais été prise chez Rothschild. Et du coup, mes parents, quand je leur dis que j'avais gagné ce hackathon, ils me disaient « Mais Marie, t'as Rothschild, hein, c'est génial, c'est pour ta carrière. » Mais vous aurez choisi quoi, Rothschild ou San Francisco ? San Francisco, ça me fait plaisir. J'espère que mes parents m'écoutent. Ils sont fiers de toi maintenant, j'imagine. Pas encore. Okay. Est-ce qu'ils te regardent? Est-ce qu'ils sont sur le Facebook Live? Oui, ils sont sur Facebook, ils likent tous mes trucs. C'est l'école des fans, en fait. Tu fais ce bonjour aux parents. Donc, Marie, tu montes ta boîte, tu trouves des développeurs qui t'aident à coder le truc. Comment tu as trouvé le nom? Alors, en fait, lors du hackathon, on était obligé de trouver en quelques heures un nom. Et donc, je ne savais pas trop comment trouver un nom. Et du coup, je me suis dit, le but, c'est de jamais manger seul. Donc, Never Eat Alone, parce que tout est en anglais. Facile. Et finalement, on a gardé le nom. Voilà. Et ensuite, j'imagine qu'il a fallu trouver du financement. Ouais. Tu n'avais jamais levé de fonds, j'imagine. Je ne savais pas ce que c'était. Comment tu as découvert ce monde-là et comment tu as fait pour aller chercher de l'argent et des mentors et des sponsors en France et à l'international? Alors, vu que je ne connaissais pas vraiment les levées de fonds et je n'ai pas créé une boîte pour lever des fonds, et donc quand je suis revenue à Paris, j'ai une amie qui m'a dit « Marie, il faut absolument que tu rencontres une femme qui a le double de ton âge et qui travaille dans les RH. » Je ne connaissais pas les RH, mais c'est tout ce qui est ressources humaines. Et donc elle dit « Elle va te présenter à tous tes amis des RH à la Défense. » Je n'avais jamais été à la Défense, moi j'ai envie de retourner à San Francisco. Et donc là, on se retrouve devant le pouce. Est-ce que vous avez déjà été devant le pouce à la Défense ? Voilà, moi je m'étais perdue. Et donc là, on rencontre des premiers grands groupes. Et tout de suite, on était encore en plein développement. Donc j'ai montré un InVision. Vous connaissez InVision ? InVision, ça permet de pouvoir faire un PowerPoint, mais ça permet d'aller d'un screen à l'autre. Et du coup, c'est comme si l'application existait déjà. Et tout de suite, ils avaient envie d'acheter. Et nos premiers clients, c'était Engie, Vinci et Aviva. Et donc, à partir de là, j'étais obligée de y aller. Et donc, j'ai pu, grâce à ces revenus des clients, commencer à recruter l'équipe. Donc, je ne me suis pas dit, je vais lever des fonds et après, on va voir si ça marche. Je vais d'abord montrer. Et s'ils payent, je vais commencer à construire l'équipe. Tu as combien de personnes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est 16. À Paris, tous à Paris? Alors, on a maintenant aussi un bureau à New York, parce qu'on a remarqué que notre plus gros marché, c'était les grandes entreprises, et le Fortune 500, l'État de New York, c'était là où il y avait le plus de grosses entreprises. Et tu as levé des fonds? Oui, mais en fait, j'ai levé sans vraiment vouloir lever. Des investisseurs sont venus nous ont contactés et on s'est dit, ça peut peut-être être bien pour accélérer. Et du coup, on a levé 1,3 million.
Et ça, c'était avec Elior, donc c'est tout ce qui est les cafétérias dans les grands groupes, pour permettre d'ouvrir dans les autres pays. Donc par exemple, on a eu Deloitte à Luxembourg grâce à Elior. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu fais une levée de fonds, pas seulement pour avoir un nom d'investisseur, mais aussi pour accélérer ton business. Et j'imagine que tu connaissais rien à cette industrie-là, à l'entrepreneuriat. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour apprendre sur le tas? Comment est-ce que tu fais pour passer d'un stage dans la finance au métier de PDG, de manager, de leveuse de fonds, sans avoir eu aucune expérience dans cette industrie? Est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que tu as des gens qui te conseillent? Comment tu les as trouvés? Alors non, j'ai pas vraiment lu de bouquins, c'est plutôt mon intuition et l'équipe que j'ai recrutée, ils sont tous plus âgés que moi, ils ont déjà fait des boîtes, ils sont déjà passés par là. Et du coup, c'est très rassurant aussi pour les investisseurs parce qu'ils voient que j'ai réussi à rassembler des personnes qui sont déjà passées par là. Et c'est aussi important d'avoir des mentors, des sponsors, des personnes qui croient en toi et qui peuvent t'aider à mieux comprendre comment fonctionnent les grands groupes. Alors Sheryl Sandberg dit toujours que les femmes ont trop de mentors et pas assez de sponsors. C'est qui tes sponsors? Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'elles ont fait pour toi? Alors pour moi, les premiers sponsors, c'était mes clients, parce qu'ils ont cru en moi, ils ont cru en l'idée, ils ont cru au potentiel et ils ont payé. Et ça, c'était génial. Donc d'avoir des personnes qui ne te donnent pas seulement des conseils, qui te disent « Ah, c'est génial ce que tu fais », mais qui disent bah, « Nous, on va le mettre en place », ça booste énormément et après, tu travailles jour et nuit pour que ça marche. Et après ça, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que quand j'étais à San Francisco, j'étais accompagnée par une fondation qui a été créée par Peter Thiel et qui justement m'ont aussi donné un grant, comment on dit en français? Un don. Oui, c'est gratuit. Et donc, ils m'ont aussi donné un logement. Donc, on était dans une maison sur Mission Street. Et donc, ça booste énormément d'avoir des gens qui croient en toi et qui investissent. Donc, tu avais des bonnes fées au-dessus de ton berceau très, très vite. Oui, après la chance se provoque. Donc, j'ai toujours. Comment tu fais pour rencontrer Peter Thiel quand tu viens de Paris et que tu commences dans la finance? Ah ben, tu vas à San Francisco, tu vas à des événements, tu trouves des amis en commun. Et c'était pareil, quoi. J'avais vu un article dans le Harvard Business Review qui montre qu'un chercheur de Cornell disait que la meilleure façon de rendre des équipes plus performantes, c'est de les faire manger ensemble. Et donc je me suis dit, c'est mon projet, il faut que je le rencontre. Et j'avais pas d'amis en commun avec lui sur Facebook, hein, et il n'avait pas Facebook, je crois. Et donc du coup, je lui ai envoyé un mail, et il m'a répondu. Et du coup, maintenant, on travaille main dans la main avec lui dans le produit, et c'est devenu notre board member. Donc tu doutes de rien en fait? J'essaye. C'est comme avec toi, on s'était rencontrés à Vivatech et finalement je t'ai toujours écrit sur Facebook et là on est là ensemble. C'est vrai, c'est une bonne manière de contacter les gens qui travaillent chez Facebook. Il faut applaudir Marie quand même. C'est quand même exceptionnel à ton âge, t'as quel âge maintenant? 23. 23 ans. Donc il y a 2 ans, de partir d'un stage, de laisser tout tomber, de laisser tout derrière, de se plonger dans l'entrepreneuriat, sans aucune expérience, sans aucun network, d'aller aux États-Unis, de rencontrer les bonnes fées comme Peter Thiel, etc. Je crois que Clara Guémard aussi en France est Clara, elle a créé une super fondation qui s'appelle Raise et qui aide les startups à travailler avec des grands groupes. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait plein d'événements avec ces grands groupes pour justement nous aider, tous ces entrepreneuses et entrepreneurs, à le make it happen. Alors tout à l'heure, pendant les 5 secondes qu'on a passé à préparer cette session, tu m'as dit que tu avais signé la moitié des boîtes du CAC 40. Oui. Alors comment tu as fait pour signer la moitié des boîtes du CAC 40 avec une équipe de 16 personnes? Alors au début on n'était pas 16, on était 1, après 2, mon cofondateur Paul, qui n'a pas non plus de diplôme et qui pendant le lycée a commencé à créer des startups en Asie, aux États-Unis. Et après il y a eu Mira, donc la femme de 40 ans dans les RH, qui n'est pas là maintenant, mais en tout cas elle est géniale. Et en fait, c'est grâce à elle où j'ai commencé à comprendre ce que c'était le CAC 40. Au début, je ne connaissais pas le terme CAC 40. Et du coup, j'ai tapé sur Internet. Et du coup, à côté de mon lit, j'ai fait une grande liste comme ça. Et j'ai mis tous les noms du CAC 40. Et du coup, tous les jours, quand je me réveillais, je voyais la liste. Au début, il y avait zéro, enfin, il n'y avait un truc vert, il n'y avait rien. Et petit à petit, quand tu te réveilles et tu dis « Ah, il n'y a pas encore L'Oréal, ah, il n'y a pas encore Orange », du coup, ça rentre dans ta tête et tu ne les lâches pas. Faut que je fasse ça chez Facebook. Et donc tu fais quoi? T'envoies un mail, tu fais salut, c'est moi Marie, j'ai la moitié j'ai une boîte du CAC 40. Voilà, au début tu as 0. Ouais. Donc au début tu fais le fake it until you make it. Et après ça devient réalité. Et du coup tu n'as plus besoin de faire fake it. Et
Et surtout, ce qui est génial, c'est quand tu commences à avoir des articles sur ton entreprise et que c'est des collaborateurs qui viennent te contacter. Donc, par exemple, on a eu un article dans Le Point, et il y a eu plus d'1 million de partages. On était dans les hot news, enfin pas hot, mais dans les plus, je sais pas comment on dit, de Apple et les trend news. Et donc, du coup, les collaborateurs, ils viennent te contacter et ils disent « Nous, on veut l'appli ». Et du coup, par exemple, pour un grand groupe du CAC 40, on avait une 50aine de collaborateurs qui nous ont envoyé un mail. Et du coup, on a directement été voir le comité exécutif en disant « Il y a des collaborateurs qui veulent l'application ». Et du coup, il était obligé de nous recevoir. Et après ça, il a dit « J'y crois pas, mais on peut essayer ». Et maintenant, il déjeune 1 fois par mois avec un collaborateur. Et quelquefois, quand ça ne marche pas ça, on écrit une lettre au PDG. Des fois, quand ça ne marche pas, on essaie d'inviter, on va à un événement où on n'est pas invité, on essaie de juste après un talk, d'aller voir la personne. Donc en fait, on a tout essayé. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Au pire, il ne se passe rien. Et au mieux, tu as un nouveau client et tu aides des collaborateurs. Alors on a fait plein d'événements chez Facebook hier pour la journée de la femme. Et il y avait beaucoup de femmes sur les panels qui parlaient du syndrome de l'imposteur. L'impression qu'on n'est pas à sa place, qu'on est moins fort ou forte que les autres. Et moi, en tant qu'homme, ça m'a surpris parce qu'elle disait que les hommes n'avaient pas ça. Alors, plein d'hommes, moi y compris, ont le syndrome de l'imposteur. Mais toi, apparemment, tu n'as pas peur d'aller voir les gens, tu doutes de rien, tu vends ton truc, tu m'as dit tout à l'heure, de toute façon, si ça ne marche pas par la porte, je passe par la cheminée, si ça ne marche pas par la cheminée, je passe par la fenêtre. Quel conseil tu auras à donner aux gens qui ont ce syndrome-là ? Passer une journée avec moi. C'est pratique pour ce qu'elle est. Et je pense qu'on n'a qu'une vie et il faut se dire, justement, il n'y a pas de problème que des opportunités. Et de toute manière, tu vas beaucoup apprendre. Et si ça ne marche pas maintenant, je me rappelle, il y avait des clients qu'on n'avait pas il y a 1 an et demi. Je disais, on ne va jamais les avoir et maintenant, on les a. Donc en fait, il ne faut jamais abandonner. Il faut juste que tu te gardes ta vision et que tu te focalises sur ça. 16 employés, combien de femmes sur les 16 ? 4 femmes, et c'est pas beaucoup. Terrible, ça. Faut que tu lean-in un peu. C'est très difficile, et c'est un gros challenge. Et on a de la chance, c'est que notre CTO, c'est un homme, notre Chief Business Officer, c'est une femme. Elle me fait beaucoup penser à Cheryl, elle nous booste tout le temps. Et donc, on est quand même moitié-moitié, en tout cas, le cœur de la boîte. Mais le plus dur, c'est de trouver des ingénieurs femmes. Il y en a très, très peu. Et le peu qu'on a, ils ne sont peut-être pas forcément en France, mais j'espère que le code va être là depuis le lycée. Alors, je crois que 14% des boîtes qui ont levé des fonds en Europe étaient des boîtes montées par des femmes. Ouais. Donc tu dois être un peu isolé quand même dans cet écosystème des entrepreneurs de la tech. Oui, mon amoureux, c'est un entrepreneur aussi. Donc je ne me dis pas que je me sens isolée parce que je suis entourée d'entrepreneurs du matin au soir. Donc si c'est des hommes ou des femmes, je pense qu'on s'entraide tous dans cet écosystème. Et par exemple, je mentore une fille qui s'appelle Philippine, qui a 16 ans, qui a créé sa start-up. Donc c'est important de toujours donner et tu apprends aussi comme ça. Et tu penses que quand tu vas voir les investisseurs, être une femme, c'est plutôt un atout ? Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas vraiment dit, ils ne m'ont pas donné de feedback. J'ai un cofondateur homme, donc on fait souvent les rendez-vous ensemble. Et ça, j'aime beaucoup. C'est des choses que tu fais à deux. Et je n'ai pas eu de feedback d'un investisseur qui m'ont dit « Ah, c'est bien » ou « C'est pas bien ». Il y a un investisseur qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'avais été invitée voir Benoît Grossman. Ouais. Et après le Idinvest. Ouais, Idinvest. Et après le rendez-vous, le lendemain, je reçois par la poste un courrier, un paquet. Marie, je vais ouvrir et je vois un livre. Et donc là, je vois qu'il m'écrit un petit mot en disant Marie, j'espère que ta startup fera la couverture de ce prochain livre qu'il a écrit. Et donc ça, c'est vachement, ça booste quand tu reçois ce type d'investisseur qui a l'air de croire en toi et qui veut faire changer les choses en France. C'est qui tes rôles modèles ? Alors moi, j'ai beaucoup été inspirée par Cheryl. Que tu as rencontré ? Grâce à toi. Alors qu'est-ce que tu lui as dit à Cheryl ? Je lui ai dit que justement j'ai adoré son énergie parce que du coup, Julien m'a invitée à la rencontrer à The Family il y a quelques semaines. Et j'arrivais plus à dormir. Je me suis dit, génial, enfin je vais la rencontrer. Et quand tu la vois, tu sais pas quoi dire. Je suis sûr que tu as su lui parler. Parce que tu n'as pas de problème. Et d'ailleurs, du coup, après ça, on est resté en contact. Et on échange encore régulièrement des mails. Et ça, c'est génial, il faut juste oser. C'est un bon conseil. Et toi alors du coup, moi et c'est pour ça que j'ai toujours voulu rester en contact avec toi parce que j'ai senti que tu aimais bien aider les femmes entrepreneurs. Et quand tu m'as dit il y a quelques semaines, ta thèse d'investissement c'est les femmes, est-ce que tu pourrais essayer de raconter ? C'est pas une thèse, c'est plus une niche.
Ouais. Mais c'est vrai que mon histoire de business angel personnel, en fait, j'ai commencé à investir dans des boîtes créées par des hommes. Et mes premiers deals, en fait, j'investis dans des boîtes montées par des hommes qu'on voit en général aux conférences. Qui vont sur scène, qui font des conférences sur comment monter des billion dollar companies, etc. Et en fait, j'ai tout perdu. Très très mauvais choix. J'ai même investi dans une boîte où le gars que j'avais financé, alors qu'il était en train de cramer l'argent de la boîte et de ne pas sortir de produits, il donnait des conférences sur comment créer des billion dollar companies. Donc c'est hyper frustrant en tant qu'investisseur. Et puis après, j'ai rencontré les filles de Kokoroé, que tu connais. Ouais. J'ai rencontré Pauline de Babysitter. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Peanut à Londres, qui est une appli pour les mamans. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle One Health, qui fait de... Comment ça s'appelle? Les ongles. La peinture pour ongles. Apparemment, un gros business, je ne savais pas. Mais c'est vrai que les femmes ne font pas ça. Les femmes ne vont pas aux conférences expliquer comment monter des billions de leur compagnie alors qu'elles ne délivrent pas derrière. Et c'est vrai que et je pense qu'il y a des fonds d'investissement qui se créent là-dessus, qui parient sur la diversité et qui parient sur les femmes en particulier. Mais je pense que c'est un choix plutôt, pour l'instant, plutôt smart. Et comment tu les mentors? Comment tu les boostes? Alors, en fait... objectivement, j'utilise beaucoup Facebook. J'ai un groupe Facebook avec Kokoroé, j'ai un groupe Facebook avec les autres investisseurs, donc on se parle tout le temps. On ne se voit pas souvent parce que j'habite à Londres, mais on se parle tout le temps. Et c'est vrai qu'elles demandent des conseils, moi je les vois faire aussi. Elles over-communiquent, ce qui est hyper appréciable, c'est-à-dire qu'on sait toujours ce qu'elles font exactement avec votre argent, elles reportent tout le temps. Et c'est vrai que c'est un pattern que je vois à travers les différentes boîtes dans lesquelles j'ai pu investir quand des femmes étaient in charge, comme on dit. Et chez Facebook, comment tu vois les femmes? Chez Facebook, c'est un gros sujet, comme tu peux imaginer, grâce à Sheryl Sandberg. Pour vous donner un ordre d'idée, une fois, on avait organisé une conférence à Paris. Sheryl était venue il y a 3 ans. Et avant de rentrer à la conférence et de dire bonjour à tout le monde, elle nous avait convoqués, Laurence Soulier et moi, elle nous a dit il y a combien de personnes? On avait dit 140, que des PDG, des gens vachement bien. Elle a fait il y a combien de femmes? Et heureusement, on était bon. Mais Sheryl vérifie ce genre de choses. Parce qu'elle veut s'assurer que quand tu invites des PDG, quand tu représentes la marque dans la salle et sur scène, tout le monde est représenté. Et c'est vrai de la diversité en général, mais on a énormément de chance d'avoir Sheryl qui a sensibilisé Facebook et maintenant qui sensibilise le reste du monde à ces sujets-là. Mais on a vraiment énormément de chance d'avoir une leader comme ça. Moi, je vois d'ailleurs, j'ai embauché beaucoup de femmes chez Facebook. En général, elles commencent l'entretien en me disant ouais, je veux vraiment bosser chez Facebook, j'adore le produit, le newsfeed, c'est super, blablabla. Puis après 45 minutes, c'est en fait non, je veux travailler pour Sheryl Sandberg. Je veux travailler dans la boîte de Sheryl Sandberg. Je veux travailler pour ces valeurs-là, pour cette culture-là. Et c'est un énorme atout. Et on a beaucoup de chance de la voir et de la regarder travailler au quotidien. Et qu'est-ce qui a fait que chez Facebook, vous avez envie de connecter les collaborateurs ? En fait, c'est la mission de Facebook de connecter les gens. Ça peut paraître, on peut être un peu cynique quand on est européen et français de surcroît, mais les gens qui travaillent chez Facebook se lèvent le matin avec cette ambition de connecter tout le monde. Parce que Marc et Sheryl pensent que quand on connecte les gens, il se passe plein de choses, plein de bonnes choses. Quand on donne une voix à tout le monde, il se passe plein de bonnes choses. Donc ça a toujours été la mission de Facebook. C'est pour ça aussi qu'on a racheté WhatsApp, c'est pour ça qu'on a racheté Instagram. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens passaient énormément de temps à échanger, à communiquer, à collaborer au travail. Et on n'avait pas de produit pour connecter les gens au travail. Donc on a créé Workplace, qui est développé à Londres, pour faire ça, pour connecter les gens au travail. Et on voit que quand on connecte tout le monde dans l'entreprise, on a lancé par exemple chez Starbucks, on a le PDG de Starbucks qui parle au barista, on a lancé chez Danone où on a un client qu'on a en commun. Mais en fait, ça crée plein de bonnes choses. Ça crée une organisation qui bouge plus vite, où l'information circule plus vite, où on prend des meilleures décisions, où on est sensibilisé aux problèmes de ses collègues dans les autres pays. Et au final, on se rend compte qu'une entreprise plus connectée est au final une entreprise plus productive. Et en plus, on a trouvé un bon modèle économique pour faire grandir le projet. Mais connecter les gens, c'est vraiment la mission de Facebook. Top. Marie, merci beaucoup. Attends, juste, qui a créé sa boîte ici? Est-ce qu'on a d'autres entrepreneurs qui veut un jour créer sa boîte, comme Marie? Top. Bon, merci Marie pour les conseils. Merci à tous.